Avant de commencer, regardez ce disque dur. Il est tout vieux, c'est mon disque dur. Il va nous servir à récupérer des données qui datent de pratiquement 5 ans. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais le brancher. Comme ça, on va pouvoir récupérer nos données. Bienvenue sur la chaîne les gars, si c'est la première fois que tu me regardes, sache que je m'appelle Jordi Bayo et je fais des vidéos sur des concepts qui vont vous permettre de développer les 4 types de richesses, notamment spirituelles, émotionnelles, intellectuelles et financières. Donc si c'est la première fois que tu me regardes, abonne-toi. Avant de continuer, j'aimerais rappeler que j'ai fait une première vidéo de cette série, donc il est important d'aller regarder cette vidéo pour ne pas être perdu ou pour savoir tout simplement ce que j'ai annoncé faire dans cette série de vidéos. Je vous ai présenté mon disque dur à l'introduction, c'était tout simplement parce que ce disque dur contient toutes les sauvegardes concernant ce business et nous allons ouvrir ce disque dur au fur et à mesure et je vais vous présenter étape par étape les informations qui étaient capitales et surtout le pitch deck. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un pitch deck c'est tout simplement un document qui vous permet de présenter un projet, c'est-à-dire la présentation de l'opportunité, le problème que vous voulez résoudre, comment vous allez résoudre, les chiffres, un peu d'études de marché, etc., etc. Donc je vais vous présenter, pas totalement, mais je vais vous présenter des informations qui sont assez pertinentes et qui vont nous permettre à la suite de ces vidéos de comprendre les raisons pour lesquelles nous avons échoué. On commence tout de suite avec les chiffres les amis. On a lancé en 2019 comme vous pouvez le voir. L'équipe était constituée de 8 membres. On avait un chiffre d'affaires de 1 million sur la première année. Il faut noter qu'on a commencé un peu tard, donc vers la fin de l'année. Et que 1 million de francs CFA, c'est pas grand chose non plus. Donc ce qu'il faut noter vraiment ici, c'est qu'on est parti avec 0 investissement ou apport externe. C'est vraiment du tout 0 avec un MVP de base. Là, je vous présente l'équipe fondatrice. Bien entendu, vous avez ma tête et vous avez les 2 autres que je vais flouter. Mais il est à noter que techniquement, on était très bon parce qu'on avait un autre CTO qui est en fait l'ex-tech lead chez Lieb Lemal, Limocoin, si ça vous parle. En fait, c'était une crypto-monnaie qui a été créée au Cameroun et qui a fait beaucoup de bruit sur la toile d'ailleurs, donc raison pour laquelle j'insiste là-dessus. Troisième trimestre 2019, nous décidons de lancer Wivro Market. Alors, cette décision a été impulsée par plusieurs facteurs, dont la principale est la raison que j'ai citée dans la première vidéo. Mais il y a également d'autres facteurs qui nous ont motivés et qui nous ont poussé à se persuader que c'était possible. Donc, la principale est celle-ci. En 2019, il y avait à peu près 2 à 5 grosses compagnies de e-commerce qui tournaient et qui opéraient au Cameroun. Il s'agit notamment de Jumia, Afrimarket et ainsi de suite. En 2019, donc, ces plateformes ont subitement décidé de fermer. Et c'est une décision qui a beaucoup fait réfléchir parce que beaucoup de personnes se sont posé des questions, y compris nous. On s'est posé la question à savoir pourquoi fermer un business qui fonctionne? Parce que pour nous, ces plateformes-là fonctionnaient, notamment Jumia. Pourquoi fermer Jumia? Pourtant, on arrive à commander, à recevoir les produits, etc. Pourquoi ils ont fermé? Le deuxième facteur, c'est qu'on s'est dit, s'ils ont fermé, c'est qu'il y a donc une réelle opportunité pour ceux qui sont dans l'ombre ou pour ceux qui n'existent pas de réellement se lancer et de reconquérir le marché. Parce que les amis, il faut noter que Jumia, qui est l'une de ces compagnies-là, est l'une des plus grosses, si ce n'est la plus grosse multinationale de e-commerce en Afrique, qui est basée en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Égypte, etc. Donc leur fermeture au Cameroun, vous pouvez donc comprendre, nous a poussé à se poser des questions, à savoir pourquoi ils ont fermé. La première chose que nous avons fait, c'est qu'on a écouté en fait l'interview de leur CEO à cette époque qui expliquait les véritables raisons pour lesquelles ils ont fermé leur site. Et donc, après avoir suivi cette vidéo, je me suis dit personnellement, peut-être ils ne maîtrisent pas le marché camerounais parce que d'après tout, c'est une multinationale ou alors ils ne font peut-être pas bien les choses. Et il faudrait que je puisse me lancer moi-même pour véritablement tester le marché et véritablement réussir parce que je pense que vraiment, c'est des gros poissons et généralement, ils sont pas assez flexibles. Comparé à nous, nous sommes une start-up, nous commençons de zéro et nous serons assez flexibles sur certains choix, sur certaines façons de faire. Et voilà donc comment nous avons décidé de se lancer. La première chose que nous avons fait donc c'était un design thinking pour trouver le nom, Wivro Market notamment, pour penser à comment est-ce que nous allions procéder pour faire cela. Il faut noter que au tout départ, on avait envie de faire du dropshipping parce qu'on n'avait pas de capital. On s'est dit, on va faire du dropshipping. Pour ceux qui ne savent pas la différence entre le dropshipping et le e-commerce, c'est que en dropshipping, on ne va pas gérer le stock et on
va se dédouaner complètement de la logistique. Alors qu'en e-commerce classique, on sera obligé de faire un inventaire de stock et de gérer tout le process logistique et de s'assurer que le produit arrive bien à destination. Vous conviez donc avec moi que en partant de zéro, n'ayant pas véritablement un bon capital, le dropshipping était le mieux à faire. En réfléchissant donc sur comment on allait procéder et qu'est-ce qu'on allait offrir à nos clients, nous avons donc décidé de donner la possibilité à tout le monde de pouvoir commander un article depuis la Chine. Ce qui jusqu'à présent est un gros challenge parce que lorsqu'il s'agit de commander des articles en Chine, c'est bien des articles qu'il faut commander et non un seul article. Donc avoir une plateforme qui pouvait te donner la possibilité de commander un seul article depuis la Chine, pour nous était déjà un bon challenge qu'il fallait résoudre. Et aussi en faisant ce site de cette façon-là, ça permettait de résoudre notre problème initial qui était de pouvoir donner la possibilité à nos clients de trouver des produits sur notre site qu'ils ne trouveraient pas au marché ou à la boutique du quartier. Dans un tout départ, en quelques semaines, nous avons pu sortir une première version du site web normal vu qu'à la base, il y avait beaucoup de développeurs dans la team. La première chose que nous nous sommes dit, c'est qu'on va vraiment s'ouvrir et essayer de ne pas se limiter en termes de faisabilité et des possibilités que le site pouvait faire. On a donc fait un site normal comme la plupart des dropshipping qu'on peut trouver en Europe ou aux États-Unis. On a donc répertorié une centaine de produits qu'on a mis sur le site et les moyens de paiement c'était tout simplement par Visa et Mastercard. Donc l'idée vraiment c'était de commencer de tout zéro, de faire d'abord du copier-coller pour voir effectivement si ça peut réellement marcher. Après donc quelques semaines, le constat a été triste parce que au départ, au lancement, on a eu quelques commandes des amis, mais après tout s'est arrêté. Peu importe la communication qu'on faisait, toutes les activités et tout ce qu'on faisait comme effort pour pouvoir populariser la plateforme, on se rendait compte tout simplement qu'il n'y avait aucun retour sur investissement. C'est donc à partir de ce moment que nous avons commencé à comprendre les réalités du e-commerce en Afrique. Ça va donc faire quelques mois que Wivro Market a été lancé et qui fait entre guillemets 4 ou 5 commandes par mois, ce qui n'est donc pas ouf comparé à ce qu'on avait pensé au tout départ. Surtout qu'on fait beaucoup d'efforts tous les jours, on fait des flyers, on fait des visuels pour communiquer sur la page Facebook, etc. Mais il n'y a vraiment aucun retour sur investissement. Et donc c'est à partir de ce moment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on a écouté le CEO de Jumia, on a commencé à essayer de comprendre véritablement pourquoi en effet ils avaient fermé et pourquoi beaucoup de e-commerce qui se lancent ou beaucoup de dropshippers qui se lancent finissent par fermer à un moment donné. C'est donc en cherchant plus d'informations en faisant une étude concurrentielle qu'on est tombé sur un data leak d'une grosse entreprise dont je ne citerai pas le nom, qui est l'une des entreprises qui avait fermé au Cameroun. Un data leak, c'est les fuites de données d'une entreprise. Il arrive très souvent que lorsqu'une entreprise ferme, que des millions de données sensibles ou confidentielles se retrouvent sur Internet et peuvent coûter parfois très très cher. On a pu donc tomber sur quelque chose qui ressemblait à ces données. Donc on a premièrement la Bible du Black Friday qui nous présentait en fait toutes les campagnes qui ont été lancées pendant le Black Friday et quel produit a été lancé et quelles sont les performances de ces différentes campagnes. On a aussi également des informations sur les suivis de performance de chaque produit, chaque marque catégorisée et par année, ce qui est vraiment très intéressant pour savoir quel produit marche le plus. Et donc on a pu constater par exemple qu'au Cameroun, le produit qui marchait le plus en e-commerce, c'était les téléphones portables et les accessoires téléphoniques. On a également la liste de plus de 500 000 commandes contenant les informations telles que le jour de commande, quel quartier, qui a commandé, quel numéro, quelle adresse email, dans quelle région, dans quelle ville, à quelle heure, etc., etc., qui sont vraiment très très capitales parce que à partir de ce type de données, on peut ressortir des données statistiques pour analyser le comportement de chaque client. Je ne vais pas aller plus en profondeur, je vais me terminer avec une liste de plus de 500 fournisseurs qui étaient habitués à travailler avec ces plateformes-là et donc qui peut aussi nous permettre de gagner du temps et de directement leur contacter pour leur dire voilà, écoutez, nous avons une plateforme et nous voulons travailler avec vous pour pouvoir écouler vos produits. Avec le temps, nous avons procédé à multiples améliorations et optimisations continuelles qui nous ont permis de stabiliser le business model et d'avoir quelque chose qui était plus ou moins encore simple et raffiné. On est donc passé à vendre des produits uniquement de Chine, mais à vendre aussi des produits des vendeurs locaux. On a simplifié les méthodes de paiement en faisant tout simplement du Orange et MTN Money. On a facilité le canal d'acquisition client en passant par WhatsApp, qui est le réseau social que tout le monde connaît et donc tout le monde est
habitués, ce qui nous a permis d'augmenter le facteur confiance en discutant directement avec les clients et en essayant de les convaincre. On a aussi également facilité en fait via Facebook Ads la façon de faire des visuels et organiser en fait des fiches éditoriales pour pouvoir savoir comment poster, etc., etc. J'espère que vous êtes prêts. Je vais donc vous citer les 5 raisons pour lesquelles nous avons stoppé. La première raison, c'est la confiance. Il faut noter que en Afrique, lorsque quelqu'un pense à acheter un bien, un téléphone, un accessoire ou peu importe, la première chose qu'il pense, c'est qu'il pense physique. Il pense au marché. Il pense à aller physiquement voir le produit, tester le produit, voir qui lui vend le produit. En cas de problème, est-ce qu'il peut revenir, rediscuter ou bien demander à être remboursé. Donc, c'est tous ces facteurs-là qui permettent à ce que la confiance soit réduite. Et il faut noter aussi également qu'en Afrique, il y a beaucoup d'arnaques en ligne. Il y a des arnaques notamment dues aux crypto-monnaies, paiement en ligne, marketing des réseaux et bien d'autres choses dont je n'aurai pas le temps de citer dans cette vidéo. Et donc, ces différents événements ou faits historiques qui ont pu se passer ont donc éduqué les gens à de moins en moins faire confiance au digital. Ce qui fait donc que ce soit un très gros problème pour les entrepreneurs ou pour les solutions de e-commerce ou de dropshipping en Afrique. L'une des solutions qui a été trouvée pour pouvoir pallier à cela, qui est de plus en plus utilisée en Afrique, c'est le paiement à la livraison. Mais le problème avec ça, c'est que la confiance, c'est dans les deux côtés. Que ce soit du côté de vous, le vendeur, ou alors du côté du client. Je vais vous raconter une histoire qui nous est arrivée. On est allé faire des partenariats avec des fournisseurs d'écrans plasma pour vendre leur télé. Et il y a donc des clients qui sont arrivés sur le site qui étaient vraiment très intéressés par la télé et qui vont donc passer dans le processus d'achat et qui vont vous demander de venir livrer le produit et qu'ils vont payer. Le problème, c'est que lorsque vous prenez le produit, vous allez chez le fournisseur, vous lui dites « Ok, je vais porter le produit », vous l'emballez, vous transportez le produit vers le client avec tous les risques que ça peut porter, notamment l'accident, une casse, etc. Vous amenez le produit au client. Le client vous fait comprendre qu'il était en train de tester la plateforme. Est-ce que c'est sérieux? Il vous dit clairement qu'il est en train de tester la plateforme pour voir si effectivement on va venir livrer le produit. Et donc, c'est ainsi qu'il y a comme ça plusieurs clients que vous allez appeler au moment de la livraison et qui vont tout simplement soit vous bloquer, soit vous snober, etc., etc. Et lorsque vous rentrez avec le produit chez le fournisseur, si c'est un fournisseur qui n'est pas compréhensif, il va vous dire de payer son produit parce qu'une fois que le produit est sorti, il ne veut plus que le produit revienne en magasin. Ou alors, s'il y a eu des dommages ou des frissures, vous pouvez imaginer. Donc, c'est très compliqué de garantir la confiance entre ces deux acteurs. Le deuxième frein au e-commerce en Afrique, c'est l'accès au digital ou tout simplement à Internet. Il faut noter que vu que notre produit est sur Internet, cela veut dire tout simplement que nos clients doivent venir sur Internet, ils doivent savoir utiliser Internet, savoir commander sur votre site, pouvoir commander déjà s'ils ont même Internet, parce qu'il y a beaucoup de clients que vous ne toucherez jamais, qui sont dans des villages, dans des régions reculées, qui ne vont jamais commander. Donc, ce qui de base fait qu'on commence avec un business qui est déjà réduit, par exemple, à 2 ou 3 grandes villes. Pourquoi l'accès digital? Parce que l'accès digital est très important pour pouvoir toucher le maximum de personnes possible. Imaginez que vous commencez un business en vous disant que le maximum de personnes que vous pouvez toucher pour n'importe quel de vos produits, c'est par exemple 700 000 personnes. C'est un très gros handicap. Et lorsque vous faites par exemple des publicités sur Facebook et que vous attachez des liens, difficilement il y a de la conversion. Lorsque vous expliquez à un client par WhatsApp qu'il doit aller sur le site, faire le processus d'achat, il vous dit tout simplement qu'il veut payer en direct et que c'est à vous de le faire. Vous voyez que c'est très compliqué. Le troisième point, c'est la supply chain ou la logistique. En Afrique, contrairement en Occident, la plupart des grands transporteurs ou des moyens logistiques sont détenus par le secteur privé. Donc, ce qui est déjà un problème en termes de coût, vu que vous allez avoir affaire à une autre entreprise comme vous. Vous êtes d'accord avec moi que dans un début, vu qu'on vient de commencer, on ne peut pas mettre sur pied tous les moyens logistiques de transport qu'il faut. Donc, il faut s'appuyer soit sur des prestataires. Le problème avec ces entreprises qui sont localement installées, c'est que soit vous passez par des agences de transport qui ne sont pas souvent très professionnelles et qui ne vont pas souvent très bien traiter vos produits, soit vous passez par des services de livraison qui existent déjà. Mais le problème aussi avec ces services de livraison, c'est qu'ils font plusieurs commandes à la fois, ce qui vous empêche de garantir parfois un temps de livraison à vos clients. Donc, autre chose, c'est que vous pouvez
appeler le service de livraison pour un colis et ils arrivent parfois 3 à 4 heures plus tard. L'autre problème aussi, c'est que le client peut vous appeler pour se plaindre que son colis est arrivé dans un mauvais état et vous n'avez absolument aucun moyen pour pouvoir pallier à cela à ce moment précis vu que vous ne maîtrisez pas votre chaîne logistique. Enfin, les services de livraison en Afrique pour le dropshipping ou le e-commerce sont les plus sûrs, mais le problème avec eux, c'est aussi les coûts. Donc, imaginez que vous prenez un produit chez votre fournisseur. Vous prenez un téléphone qui se vend à 50 000. Vous devez ajouter une marge dessus pour pouvoir vous faire un bénéfice. Le problème, c'est que déjà, vous êtes en concurrence par rapport à d'autres vendeurs ou même avec votre fournisseur lui-même. Deuxième chose, c'est que vous allez payer les campagnes marketing sur Facebook. Donc, il vous faut plusieurs campagnes marketing, plusieurs A/B testing pour pouvoir vendre le même produit. Donc, ça fait déjà des coûts en plus. Troisième type de coût, c'est que vous devez acheminer le produit chez le client. Et le problème avec ces services de livraison, c'est que parfois les prix peuvent être exorbitants dépendant de où est-ce que le client se situe globalement et non au kilomètre et non parce que comme ce n'est pas le public, vous ne pouvez pas avoir un prix constant pour vos différents produits, peu importe la distance ou le lieu où se trouve votre client dans la ville. Imaginez que vous voulez faire des livraisons entre le Cameroun et le Nigeria. C'est très intéressant parce que parfois on achète un iPhone au Cameroun et au Nigeria, cet iPhone coûte beaucoup moins cher. Donc imaginez que vous voulez que votre site puisse faire des livraisons entre deux pays par exemple. Le problème avec l'Afrique, c'est que chaque pays vit comme s'il était en autarcie économique parce que deux pays voisins n'ont pas de chemin de fer entre eux. Donc on ne peut pas acheminer des produits avec un temps assez rapide ou encore c'est très difficile de pouvoir assurer la qualité du produit ou l'état du produit s'il faut transporter le produit d'un pays à un autre. Mais le problème, c'est que vu que vous vendez un seul produit sur votre plateforme, imaginez les coûts qu'il faut pour transporter un seul produit, par exemple de Lagos au Nigeria pour Yaoundé ou Bafoussam au Cameroun. C'est incroyable, n'est-ce pas? Le quatrième frein de l'e-commerce ou du dropshipping en Afrique, c'est l'adressage. La différence fondamentale entre l'Afrique et l'Occident, c'est que là où en Occident, par exemple, je peux commander un produit étant en Allemagne, des États-Unis et me faire livrer chez moi ou dans ma boîte postale, en Afrique, ça ne sera pas le cas. Il faut dire qu'à la sortie des indépendances des années 1960, l'Afrique a raté le train vers l'adressage de ses territoires. Ayant travaillé pendant près de 3 ans pour une entreprise consultante pour la Banque mondiale qui opérait dans la géomatique et la cartographie, j'ai pu comprendre pourquoi un bon système d'adressage d'un territoire, une bonne cartographie du territoire, un bon plan cadastral et surtout une régulation des constructions est très importante pour le développement d'un pays. En Afrique, ce n'est pas le cas parce que même si certaines communautés urbaines ou certaines villes ont pu résoudre ces problèmes, la plupart du territoire reste non cartographié ou mal adressé. Vous allez me poser la question, comment on fait donc pour pouvoir livrer un client? On va très souvent s'appuyer sur des lieux connus. Par exemple, un carrefour, une pharmacie, un hôtel, etc., etc. Le problème avec ça, c'est que très souvent, vous arrivez sur le lieu, vous appelez le client, son téléphone est éteint, ou alors vous appelez le client, il vous dit qu'il n'est pas à la maison parce qu'il doit sortir de chez lui pour venir dans le lieu de rendez-vous récupérer le produit. Donc c'est déjà très compliqué et si le client doit prendre beaucoup de temps, disons 30 minutes pour vous retrouver au lieu du rendez-vous, ça vous perd du temps parce que vous avez d'autres livraisons à faire. Et l'autre point important dont on n'en parle pas très souvent, qui est un point ultime, c'est la sécurité. Parfois vous allez livrer un produit à une adresse et vous ne savez pas à l'avance que ce lieu n'est pas très sécurisé. Et lorsque vous arrivez sur place, vous vous faites agresser par des bandits ou tout simplement des voleurs et finalement vous perdez le produit et non seulement vous perdez les produits d'autres clients que vous avez sur vous et vous perdez même l'argent que vous avez encaissé des autres clients. C'est compliqué. Le cinquième point, c'est le paiement. Tout à l'heure, je vous ai dit que pour pallier au problème de confiance, beaucoup de dropshippers ont dû instaurer le paiement à la livraison. Le problème avec le paiement à la livraison, c'est que très souvent, vu que vous allez recevoir l'argent directement du client à main, vous pouvez vous faire donc agresser en route ou tout simplement perdre cette somme. Imaginez, vous envoyez votre livreur ou vous faites appel à un prestataire en livraison et qu'il vous dit tout simplement qu'il a été agressé. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce qu'il va vous rembourser? Très souvent, c'est possible, mais ces clauses sont souvent très difficiles parce que si vous envoyez un colis, par exemple, de 500 000 et que le livreur se fait agresser et que l'entreprise doit vous rembourser, et très souvent, ils vont vous rembourser peut-être 20 ou 30% en fait de ce produit. Mais entre-temps, vous payez tous les dommages collatéraux par rapport à cela. Donc, ce qui fait que même si vous avez le paiement à la livraison,
livraison, ça n'exclut pas le fait que vous vouliez quand même faire des paiements sur votre plateforme avec des moyens assez faciles comme Orange Money ou Mobile Money. Le problème avec le Mobile Money, c'est que très souvent et de façon récurrente, les clients nous appelaient pour se plaindre du fait qu'ils ont acheté le produit sur la plateforme, donc la somme a été déduite de leur compte Mobile Money. Mais le problème, c'est que nous, sur la plateforme, on n'a pas reçu le paiement. Donc, le paiement est resté bloqué dans le cloud chez les différents opérateurs. Et vu que nous n'avons pas reçu ce paiement, la plateforme ne va pas indiquer le produit à l'utilisateur comme étant acheté. Donc, du coup, l'utilisateur appelle pour se plaindre qu'il vient de payer le produit et tout simplement, il voit que le produit n'est pas dans ses commandes. Et ça, c'est donc un problème technique qui arrive très souvent lorsque vous utilisez ces plateformes-là, parce que j'estime personnellement, étant dans l'IT, que les services qu'ils ont mis sur place ne sont pas techniquement assez fiables. Un autre souci aussi avec le paiement, comme je disais, si vous pensez à faire vraiment une solution de paiement robuste qui va peut-être fonctionner sur plusieurs pays, vous allez vous heurter parce qu'en fait, en Afrique, les communautés économiques sont séparées et c'est très difficile de faire des échanges entre deux pays en Afrique. Il est plus facile pour le Cameroun de faire des échanges avec la France ou l'Allemagne que de faire des échanges avec la Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire que si vous avez une plateforme de dropshipping ou de e-commerce ou même une plateforme simple qui doit vendre un produit en ligne, percevoir de l'argent partant des mobile money et des solutions locales est effectivement très compliqué parce qu'il y a un problème de change et de monnaie qui va se poser. Et si vous vous dites je vais tout simplement utiliser Mastercard ou Visa, le problème avec Mastercard ou Visa, c'est que très souvent le client lambda qui va vouloir acheter un produit, une pochette, un téléphone sur la plateforme n'aura pas de compte bancaire. Alors vous allez me dire, ok, la solution c'est de mettre les deux types de paiements et de tous les jumeler sur la plateforme. L'autre problème avec ça, c'est que en fonction des pays, ça va changer parce que si vous avez une plateforme globale, tout le temps ça va changer. C'est l'une des raisons pour laquelle vous allez voir que lorsque Jumia ouvre au Cameroun, ils vont faire jumia.cm. Lorsqu'ils ouvrent au Nigeria, ils vont faire jumia.ng. Lorsqu'ils ouvrent en Côte d'Ivoire, ils vont faire jumia.cv. C'est donc compliqué de processer les paiements parce que vous pouvez avoir la même entité, mais à chaque fois que vous allez dans un pays, tout va changer totalement. Donc à la fin de la journée, avec seulement ces 5 paramètres que je viens de citer, vous pouvez vous rendre compte que c'est un enfer de faire tourner un e-commerce ou un dropshipping en Afrique. Et surtout, lorsqu'on pense grand. Alors, que devons-nous retenir à la fin de cette vidéo? Mon objectif n'est pas de totalement vous décourager, mais de vous faire comprendre premièrement les réalités et de vous faire comprendre que si vous rêvez grand, ça sera difficile avec ces paramètres dont je vous ai cités. Donc, vous pouvez effectivement lancer une solution de dropshipping, mais sachez que vous pourrez faire une approximation avec des chiffres et connaître le nombre de clients maximum que vous n'allez jamais dépasser pour une ville ou pour un pays. Pareil que le chiffre d'affaires, vous n'allez jamais dépasser un certain montant. Donc pour nous, quand on a évalué cela, c'était très compliqué et on s'est dit, la raison pour laquelle nous avons commencé, c'était de faire vraiment quelque chose de grand. Donc il n'est pas question pour nous de se contenter à un chiffre d'affaires maximum qui va tourner et revenir à la même chose, peu importe les campagnes que vous faites, peu importe les sensibilisations physiques que vous allez faire, peu importe le marketing que vous allez faire, vous tournez pratiquement sur la même chose et vous n'allez jamais atteindre un certain nombre de scores. Et particulièrement pour le Cameroun, la raison pour laquelle Jumia a fermé aussi, nous l'avons compris, il y avait beaucoup de soucis de confiance, d'acheminement et notamment ces 5 paramètres dont je vous ai cités sont des paramètres qui sont encore très difficiles au Cameroun par rapport à d'autres pays comme la Côte d'Ivoire ou le Nigeria. Ça veut dire que lorsque ces plateformes-là vont sur un pays particulier, ils évaluent très bien ces 5 paramètres-là pour voir est-ce que c'est possible de faire quelque chose. Mais si ce n'est pas possible, effectivement, ils vont fermer parce que le Cameroun n'est pas le seul pays où ils ont fermé. Ils ont eu à lancer dans d'autres pays et ils ont fermé par la suite parce qu'ils se sont rendus compte que c'était très compliqué. Et ce n'est pas seulement dans le domaine du e-commerce, également dans le domaine du transport avec des entreprises qui se sont lancées par le passé comme Yango, etc. Ces 5 paramètres que j'ai cités sont aussi l'une des raisons principales pour laquelle les plateformes telles que Amazon, Alibaba ne sont pas en Afrique. Il faut se dire la vérité, ces plateformes ont énormément de moyens pour pouvoir s'implanter en Afrique. Mais s'ils ne le font pas, c'est sûrement parce que ils ont déjà eu à évaluer les rentabilités, évaluer les risques
et ils savent bien entendu que ça ne fonctionnera pas. Les gars, je viens de partager avec vous un petit peu sur mon expérience. Effectivement, j'ai beaucoup de choses à dire sur ça parce que j'ai fait beaucoup de temps sur ce business. J'ai consacré beaucoup d'énergie sur ce business. Donc, si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas de les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir peut-être de faire une partie 3, une partie 4, pourquoi pas, pour vous montrer d'autres choses que je n'ai peut-être pas pu couvrir dans cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Vous trouverez en description un lien qui va vous permettre d'obtenir mon livre dès qu'il sera sorti, qui s'appelle tout simplement la Bible du Growth Hacking. On se reprend donc très rapidement pour une nouvelle édition.